Salut tout le monde. Heureuse de voir que plusieurs personnes sont restées jusqu'à la fin de la journée. On sait que c'est une longue journée, fait qu'on est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous introduire pour la dernière session de la journée. Et c'est sur le thème du droit au logement. On a parmi nous deux membres de la Coalition Jeunes Plus, ainsi que Pearl Eliadis, que vous avez rencontré lors du dernier panel. Donc, la Coalition Jeunes Plus, c'est un ralliement québécois qui existe depuis 2018. Et l'objectif ultime, c'est la prévention de l'itinérance et le respect des droits des jeunes. La coalition est inspirée par l'approche d'impact collectif et vise une mobilisation des principaux acteurs et actrices pour une lutte concertée et constructive fondée sur le droit des jeunes. Donc, on a avec nous Tommy Prouroy, qui est un jeune membre actif dans la communauté comme la Coalition Jeunes Plus pour la prévention de l'itinérance jeunesse et le respect des droits des jeunes ayant vécu l'itinérance cachée. On a Mélodie Cordeau, qui est une jeune personne avec un savoir expérientiel en itinérance et du mode de vie de la rue. Elle l'utilise comme outil dans son travail et ses implications dans différents organismes communautaires. Elle est membre et co-animatrice du comité Jeunes Plus de la Coalition depuis 2019 et elle siège sur le comité de pilotage comme représentante des jeunes. On a également Pearl, qui est coprésidente du groupe de travail CQPI, etc., etc., etc. Donc, je vais passer, Tommy voulait dire un petit mot pour commencer, et ensuite je vais passer la parole à Pearl qui va nous parler qu'est-ce que c'est le droit au logement. On a ensuite une discussion. C'est un complot. Et quand on dit que j'ai vécu l'itinérance cachée, ça veut dire que j'étais SDF, sans domicile fixe. Ça veut dire que je me promenais chez des amis, chez de la famille et dans des ressources d'hébergement parce que je n'avais pas accès à l'information. Je ne savais pas qu'il y avait des places pour nous. Je n'étais pas indiqué dans la rue. Et aussi, la société prend pour acquis que les jeunes ils ont des parents et la famille derrière eux pour les aider, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. Alors, la raison pour laquelle je trouve que c'est génial qu'on se trouve avec les personnes avec l'expérience vécue, c'est que c'est là où on commence avec les plans, les stratégies et de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais pour donner de l'élan à leurs efforts, à leurs expériences et à l'obligation de l'État, au gouvernement, de consulter avec les gens qui ont vraiment vécu ces expériences-là et de comprendre ce qu'ils vivent, il faut avoir cette idée qui chapeaute, comme je disais tout à l'heure, le concept d'un droit au logement. Et je m'arrête un peu pour signaler les présences des chercheuses et des chercheurs qui ont travaillé avec moi dans l'élaboration de ces concepts. Je commence avec Emily Knox, qui est avec nous aujourd'hui, qui travaille avec le Oldbury Mission, mais qui est aussi juriste et qui a été une étudiante avec moi à la faculté de droit McGill. Il y a aussi Imani Thomas et Fred William Miro, qui sont les étudiantes de deuxième cycle à l'école Max Bell de politique publique, qui continuent à travailler avec moi sur les questions de regarder ce qui se passe dans les autres juridictions. Alors, la base de ce concept, c'est qu'on a un droit au logement adéquat qui devrait exister au Québec. Alors voilà, c'est le premier. Alors je ne peux rien voir, alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors vous allez m'excuser pour faire ma petite danse. Mais le concept d'avoir une solution faite au Québec qui est conforme avec le droit civil au Québec, je pense c'est primordial. Et on devrait commencer avec la notion qu'on devrait changer ou modifier la Charte québécoise des droits et libertés pour s'assurer que le droit au logement soit entériné dans la Charte elle-même. Évidemment, d'avoir un droit au logement dans la Charte québécoise n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas suffisant en soi de mettre en branle un processus gouvernemental pour s'assurer que le gouvernement soit responsable pour ses actions, comme je disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle on est les premiers au Québec. On n'est pas les premiers pour la Charte québécoise. Frappe Rue et les syndicats au Québec ont déjà
appuyer la notion d'une modification de la Charte québécoise, alors on s'appuie un peu sur leur initiative pour voir c'est quoi la deuxième étape qui devrait avoir lieu. Est-ce que la deuxième étape est là? Oui, merci. D'adopter une loi avec une stratégie nationale. Alors pourquoi? Comme je disais tout à l'heure, il y a une obligation internationale en matière du droit au logement. Le Canada a ratifié le pacte international. Le Québec l'avait approuvé par décret la même année, en 1976, sauf erreur. Alors, ça veut dire quoi? La première étape, c'est d'avoir une stratégie nationale qui est entérinée dans la loi. Première étape, il faut savoir qui dépense l'argent sur quoi, quelle est la responsabilité pour s'assurer qu'il y a une utilisation responsable de ces ressources et que l'État utilise de façon raisonnable avec les ressources maximales disponibles pour s'assurer qu'un droit de logement existe et de cibler les groupes vulnérables, les personnes vulnérables, y compris les jeunes qui vivent les situations souvent de détresse, qui sont sur la rue ou qui sont dans les situations d'itinérance cachée, je dis ça entre guillemets. Alors, voilà, je parlais tout à l'heure des 7 éléments qui sont les éléments composants du droit au logement, les voilà. Et comme vous voyez, ce n'est pas juste la question de l'abordabilité qui est vraiment la priorité actuellement avec le gouvernement fédéral. Il y a aussi la question d'accessibilité, habitabilité, ainsi de suite. Et pour ce qui est de la problématique autochtone au Canada, évidemment, on parle beaucoup de la notion de cultural adequacy, j'oublie le terme en français, respect du milieu culturel, pour s'assurer que non seulement il y a 4 murs et un toit, mais aussi des services qui vont autour de la personne pour s'assurer qu'il y a un lien avec la communauté. Et ça, c'est très important et c'est primordial pour les jeunes, particulièrement et les communautés avec lesquelles moi j'ai travaillé. Quand on parle des personnes qui sont immigrantes, qui ne maîtrisent pas la langue, ainsi de suite, le lien avec la communauté devient primordial. Alors, c'est pour ça que c'est un élément composant de cet enjeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'une loi? Je ne veux pas enlever trop de temps de mes collègues, mais je veux tout simplement dire que c'est le temps que le gouvernement du Québec assume sa responsabilité. Avec la santé, le droit au logement est un élément primordial pour le bien-être de notre société. Évidemment, le système de santé, c'est un autre problème. On est en train de voir ce qui se passe, entre autres, dans les unités d'urgence, dans les hôpitaux. Mais pour ce qui est du logement, c'est un des éléments clés d'une société développée et civilisée. Puis on se rend compte qu'on n'est pas là au Québec, on est à la moitié du moyen qui existe dans les autres pays de l'OCDE par rapport à l'accès aux logements sociaux, entre autres. On n'est pas là, on n'est pas rendu à la hauteur de ce qu'on attend de nous comme étant un pays développé, industrialisé. J'aimerais aussi mentionner que c'est très important de créer les mécanismes institutionnels pour que ces droits-là ont une base institutionnelle qui est capable de voir la question de reddition de comptes au fur et à mesure. On comprend qu'il s'agit de la réalisation progressive du droit. Quand on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a les agents qui seront peut-être mis à pied à cause de coupures budgétaires, s'il n'y a pas de remplacement de ces gens-là, on est une situation non de progression, mais de rétrogression. Alors maintenant, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, mais s'il y a un cadre juridique qui est basé dans la Charte québécoise, c'est autre chose. Alors, c'est le moment que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'on cible particulièrement les groupes les plus vulnérables et les groupes les plus marginaux et marginalisés dans la société. Alors, on comprend qu'il s'agit des jeunes, qu'il s'agit des personnes racisées, qu'il s'agit des immigrants récents en particulier, qu'il s'agit des anciens militaires, ainsi de suite. Il y a toute une gamme de groupes qui sont prioritaires, mais ce n'est pas juste parce qu'on veut le faire puis c'est gentil que ce serait génial, c'est que c'est fait partie de nos obligations pour s'assurer que, en utilisant le terme des objectifs de développement durable, no one gets left behind. Et c'est là où on devrait comprendre qu'on
qui est le début ou le commencement de ces étapes. On a commencé à rencontrer les députés, les représentants de la Ville de Montréal pour vraiment essayer de mettre de l'avant ce concept. Il y a beaucoup d'ouverture à cela et c'est quelque chose qui ne va pas arriver parce que moi je le dis ou que quelqu'un d'autre le dit. Il va falloir que la société civile au Québec prend ça et reprend les initiatives de FRAPRU et les autres organismes, les syndicats, ainsi de suite, pour faire la même chose avec le droit de logement qu'on a fait en 1995 avec la grande marche des roses et du pain, n'est-ce pas? Qui a eu lieu en matière de pauvreté. On a cette grande tradition au Québec qui n'existe vraiment pas ailleurs au Canada et on devrait, il me semble, en profiter. Juste pour dire un petit mot sur l'examen de droit comparatif, on est en train de... Ce que les députés nous ont demandé, c'est comment est-ce qu'on sait que ces lois fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'on va mettre tous ces efforts-là vers une loi? Comment est-ce qu'on sait que ça va donner quelque chose? Ce qu'on a vu dans certains pays, on a commencé à faire la recherche avec Émilie et les autres étudiantes ou juristes, c'est que fondamentalement, les pays qui ont fait cet effort-là, qui ont compris que la loi agit comme une boussole pour diriger nos efforts dans un certain sens, peuvent démontrer que les niveaux d'itinérance baissent de manière sensible et que l'accessibilité au logement, y compris le logement social, augmente de manière importante. Alors, c'est là où on en est dans notre petit chantier, puis j'aimerais passer la parole à nos invités pour nous en parler un peu de ce qui arrive dans leur milieu. Merci. Merci. En fait, je n'aurai probablement pas le même vocabulaire que Pearl aujourd'hui. J'ai ici avec beaucoup d'humilité, en fait, d'être assise à côté. En fait, je voulais parler de ce que ça représentait dans le concret, le droit au logement, par rapport à notre vécu. Je me permets de dire nous, en tant que jeune, donc pas seulement en tant que jeune qui répond aux facteurs de risque, comme étant des jeunes qui sont étiquetés comme étant des jeunes vulnérables ou vulnérabilisés, mais en tant que jeune, point, parce que malheureusement, juste par le fait d'être plus jeune, on sait qu'il y a des inégalités sociales desquelles on est victime. En fait, non seulement quand vient le temps de louer un logement, mais en général dans la société. Je pense que c'est une raison de plus pour que le droit au logement soit mis sur pied au Québec, c'est que ces inégalités sociales-là peuvent être réglées assez facilement au niveau juridique. On aurait des recours supplémentaires pour faire valoir le fait qu'on est des citoyens à part entière, peu importe l'âge qu'on a, qu'on représente une personne entière, peu importe cet âge-là. Puis, c'est ça. Souvent, quand on est jeune, on débute notre vie d'adulte, donc on est souvent vulnérable, on ne connaît pas nos droits en logement. Puis quand on arrive dans un logement, ça se pourrait que le propriétaire abuse de nous. Donc peut-être qu'avoir quelqu'un qui nous accompagne lors de notre première visite pour connaître c'est quoi nos droits, pour savoir c'est quoi les vices cachés dans le logement, ça pourrait nous aider parce que souvent, des fois, peut-être que quand il voit un jeune, il dit « Ah, un jeune, ça c'est rien, ça va pas payer », mais des fois c'est le contraire. Moi, j'ai pu me débrouiller vite dans ma vie, j'ai pu payer vite mes comptes, donc j'ai pu payer mes mois, puis souvent on pense qu'un jeune ne peut pas payer et rendre à compte c'est ça. Donc, peut-être accompagner le jeune la première fois, puis après, et aussi, je pense que le soutien communautaire aide beaucoup, parce que souvent, quand on arrive dans un logement, on n'a pas de meubles, on ne sait pas cuisiner, donc c'est pour ça que peut-être avoir des places comme la Maison Tangente ou l'Avenue qui nous accompagnent et qui nous offrent du soutien communautaire, ça aiderait, parce que souvent, on est seul, on ne sait pas quoi faire. Donc, souvent, la solitude, ça peut mener à des mauvais événements. Donc, voilà. C'est ça. Oui. Ce que ça me fait penser aussi, c'est que dans notre société, on prend souvent pour acquis que quand on est et qu'on devient adulte à l'âge de 18 ans, on part avec un bagage qui est suffisant pour qu'on sache comment répondre à chacun de nos besoins.
on prend pour acquis que c'est la responsabilité de la famille, des parents ou de l'individu, en fait, de simplement avoir trouvé comment jongler avec toutes ces balles-là, puis bonne chance. Malheureusement, c'est pas le cas. Je ne suis pas jongleuse, absolument pas. Puis je ne suis pas la seule, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est que la majorité des jeunes, on arrive à 18 ans, puis on n'a pas plus les outils pour savoir, déjà savoir c'est quoi être un adulte, c'est quoi que ça implique, c'est quoi nos responsabilités, c'est quoi nos droits, qu'est-ce qu'on a à faire, comment le faire, par où on commence. Puis on a tendance à remettre cette responsabilité-là sur la personne. Puis quand cette personne-là n'a pas de réseau autour d'elle ou de personnes excusez-moi, on va recommencer. Quand cette personne-là n'a pas le réseau autour d'elle qui a lui aussi les outils pour le faire, on se retrouve face à un cul-de-sac, en fait. Puis c'est là où le fait d'avoir des droits pourrait nous aider à les protéger, mais déjà même d'être conscient de c'est quoi nos droits, c'est quoi nos responsabilités par rapport à ça. Cette responsabilité-là, si on la met seulement sur l'individu, bien, on se retrouve avec une perte au niveau de la société parce que cette personne-là, n'ayant pas ces outils-là pour devenir une personne autonome, elle ne contribue pas à son plein potentiel. Ça ne lui permet pas de s'épanouir puis de s'impliquer. Donc, moi, j'ai été parmi les chanceuses, puis pourtant, si on recule dans mon propre vécu, j'aurais jamais eu aucun des facteurs de risque. Fait que je me suis retrouvée en situation de dissidence pendant longtemps. Maintenant, je travaille dans le milieu, je m'implique. J'aurais jamais eu les ressources dont j'avais besoin si je n'avais pas couru après ou qu'elle-même m'avait couru après. J'ai été chanceuse. Après, c'est pas le cas de la plupart de mes pairs. Fait que c'est ce que je trouve dommage. Je pense que le fait d'avoir un droit au logement, ça permettrait d'avoir cette équité-là pour tous. On aurait des recours de plus. On pourrait remettre cette responsabilité-là au gouvernement parce que c'est poche, mais c'est à eux de l'apprendre, cette responsabilité-là, si l'individu est incapable de le faire. Ça fait partie de notre mentalité dans notre société. Ça fait partie de cette responsabilité-là comme citoyen de s'entraider, de laisser personne derrière, justement. Il y a aussi la question financière. Souvent, quand on est jeune, on est à l'école, puis peut-être avoir une sacoche pour la première fois pour nous aider à payer, parce que souvent, quand on veut payer un loyer, souvent on va à l'école, puis on travaille en même temps, puis souvent ça nous fatigue, donc on va abandonner l'école. Et c'est pas normal qu'un jeune ne peut pas s'épanouir puis profiter de sa jeunesse. C'est supposé aller à l'école, vouloir réaliser ses rêves, mais ça cause, surtout aujourd'hui, comme vous le savez, les loyers coûtent très cher. C'est pas vrai qu'un jeune va payer 800 pièces pour un 1,5 ou 2,5. Donc peut-être avoir un soutien financier pour les premières fois, ça pourrait aider. Je pense que ça fait partie du droit de logement aussi, de permettre aux jeunes de pouvoir payer de façon abordable le loyer, parce qu'avec tout ce qui coûte aujourd'hui, surtout le coût de la vie, je pense qu'on n'y arrive pas. C'est vraiment dommage. Peut-être j'ai une question pour vous deux. Alors, vous avez déjà cette expérience vécue de ce qui se passe avec les jeunes et par la suite, vous êtes allé dans le milieu, vous travaillez maintenant avec un organisme qui aide les jeunes comme vous. Quelle est la leçon principale que vous aimeriez faire à vous, plus jeune? Qu'est-ce que vous auriez dit to your younger self? Hein? Où commenceriez-vous? Quelles sont les choses que vous avez apprises, que vous savez maintenant, mais que vous aimeriez faire apprendre avec vous-même à l'âge de 16 ans ou à l'âge de 15 ans? Je pense que je me dirais ne jamais abandonner, que c'est juste l'instant présent, c'est pas pour toujours, qu'il va y avoir des gens qui vont croire en toi, qui vont t'aimer, qui vont t'aider, qu'il y a des ressources de Benjamin qui sont là pour toi. Il y en a qui croient aux jeunes, malgré tout ce qui se passe. Je pense que je me dirais que oui, c'est difficile en ce moment, mais c'est à force d'être impliqué comme dans Jeune Plus qu'on fait en ce moment qu'on va pouvoir peut-être un jour que les jeunes aient leurs droits,
à 100%. Et je pense qu'on est là pour ça, puis on veut continuer à enfoncer aussi, parce que je pense qu'on croit à l'avenir des jeunes, puis autant un droit au logement que pour l'environnement, parce que l'environnement aussi, c'est un enjeu. Parce que s'il n'y a pas d'environnement, on n'est pas là aussi pour plus tard. Donc voilà ce que je m'aurais dit si j'étais jeune. Je pense que j'irais un peu dans le même sens. Là. Si je pouvais me dire deux choses, ça serait t'es pas tout seul. Puis de ne pas avoir peur. De pas avoir peur de demander de l'aide, de ne pas avoir peur de le dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais que tu n'es pas tout seul. Je pense qu'on est dans une société qui est très individualiste. Là, fait qu'on se fait toujours ramener cette responsabilité-là, ces craintes-là, ces peurs-là sur soi. On se fait toujours répéter, ou sans même se le faire dire, mais on le ressent tout qu'on est tout un peu tout seul. T'sais. Je pense qu'on l'est beaucoup moins qu'on pense, puis on est tous beaucoup moins différents qu'on le pense aussi. Je pense que c'est ça qui contribue beaucoup à des problèmes dans notre société. Là. Puis là, je me lance un peu dans le philo, là. Mais je me dis, si on arrêtait d'oublier qu'il n'y a pas un humain mieux que l'autre, on comprendrait que le logement, autant que la pauvreté, c'est tous les enjeux sociaux qu'on vit, ça part de des besoins de base. Je pense que si tout le monde avait ces besoins de base-là répondus, puis qu'on partait de là, non seulement on pourrait s'entraider, puis il y aurait probablement un mode de vie qui serait plus simple pour tout le monde à long terme. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Si je peux me permettre aussi, quand on faisait notre recherche des autres juridictions qui ont adopté des stratégies ou des lois sur le droit au logement, c'est qu'il y a vraiment une obligation auprès de l'État de consulter puis d'intégrer l'expertise des gens qui sont le plus impactés par ces lois-là, qui obligerait le gouvernement, par exemple, d'intégrer les expériences vécues des jeunes dans le développement de stratégies nationales. Que pour l'instant, je pense que c'est un manque, mais si on avait un droit au logement, ça vient justement avec des obligations de consultation, d'intégration de perspectives et d'expertise que pour l'instant, on n'a pas, puis qu'on voit qu'il y a tellement une richesse d'expertise là-dedans qui manquait. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des discussions comme ça, mais justement, en faisant notre recherche, on voit à quel point, oui, c'est bien d'avoir, par exemple, le droit au logement dans une charte, mais comment est-ce qu'on amène vraiment des obligations d'agir? Puis c'est ça en ce moment qui nous manque. Je dirais qu'il y a, en lien avec ça, il y a une partie de l'obligation et l'obligation de, comme on vient d'expliquer, de consulter avec les personnes affectées. Et c'est là où je pense qu'on pourrait vraiment apprendre du droit et de la perspective autochtone. Parce que dans la loi et dans le UNDRIP, le United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, il y a un droit qui nécessite à ce que le gouvernement ou que les peuples autochtones soient informés et qu'ils consentent aux mesures qui sont prises. Il me semble qu'il y a quelque chose à apprendre, non seulement par rapport aux personnes autochtones, mais aussi aux jeunes, aux personnes qui ont les handicaps, aux personnes, les femmes en particulier victimes de violences conjugales, ainsi de suite. Il y a quelque chose là qui est informé par une approche basée sur les droits de la personne qui crée une situation de primauté de consulter ces personnes-là. Et peut-être est-ce qu'on a 2 minutes pour terminer ou est-ce que... Oui. C'est à 5 heures qu'on finit? OK. Alors, une autre question, si je peux me permettre. D'après vous, avec les personnes, avec les jeunes avec qui vous travaillez, quels sont les obstacles principaux auxquels ces jeunes-là font face maintenant, particulièrement aujourd'hui à Montréal, d'après vous? Je pense qu'ils ne sont pas écoutés. L'écoute, c'est très important. Les jeunes, souvent, ils ne vont pas vous aider, ils vont s'aider entre eux-mêmes, mais ils vont dire « Ah, ils ne croient pas en nous. Ils vont penser qu'on n'est pas bon, qu'on ne veut pas foncer. » En fait, je pense qu'il faut juste écouter ce que les jeunes veulent. C'est ça que je pense que les jeunes, en ce moment, c'est un obstacle parce que les jeunes ne sont pas écoutés, on les ignore. Puis si comme a dit Émilie, si on les implique
dans les forums comme aujourd'hui, puis on prend le temps de les écouter. Peut-être qu'il y en aurait plus à dire ce que vous pensez. Puis c'est ça, moi je pense que c'est l'écoute qui manque ces temps-ci. Et, ouais. Mais je relancerais peut-être un peu aussi, pour moi, un des gros enjeux, justement, quand on parle d'impliquer les jeunes dans la réalité qu'ils vivent, c'est de faire toujours la balance entre impliquer quelqu'un, lui accorder cette crédibilité-là, puis ne pas non plus l'invalider, le victimiser ou l'utiliser comme une mascotte juste quand ça fait beau. Parce que c'est un équilibre qui est fragile quand même, puis c'est pas... Je pense pas que c'est de la malveillance de la part de personne. Je pense qu'effectivement, quand tu es plus jeune, tu as différentes compétences que tu n'as pas encore fini de développer. Puis c'est normal que ça peut invalider le message parfois. La façon de le communiquer n'est pas toujours la meilleure. Mais je pense que le message doit être entendu, puis pas juste entendu quand ça fait du bien, puis quand c'est beau ce qu'on a à dire, mais dans tous les cas. J'ai pas répondu à ta question, hein? Mais est-ce que tu veux? Je m'excuse, je viens de réaliser. J'ai pas du tout répondu à la question. Donc, les jeunes en ce moment, ce qu'ils vivent, ben, je pense que c'est une grande question parce qu'en fait, c'est propre à chaque personne. Hein. Je pense que c'est une erreur qu'on fait beaucoup aussi, c'est d'essayer de trouver c'est quoi le profil de l'itinérance ou le profil de l'itinérance jeunesse. Mais c'est une grave erreur qu'on fait parce qu'il n'y en a pas. Fait qu'on va le chercher très longtemps, mais il n'en existe pas. Il existe certaines problématiques, il existe des personnes qui sont vulnérabilisées, c'est clair. Par contre, il n'y a pas de profil spécifique. Je pense que c'est là où on a une grande diversité de gens, puis c'est là la richesse, en fait, de cette expertise-là, c'est que chaque vécu est différent, parce que chaque interprétation de ce que tu vis est différente aussi. Donc, voilà. Fait que finalement, j'ai pas plus de réponses, mais c'est ça. Je ne suis pas certaine s'il y a un manque de capacité de s'exprimer de ce côté-ci. Je pense que ça prend beaucoup de courage de venir ici et de parler un peu de ce que vous avez vécu. Je pense que ça prend du courage et d'initiative pour venir devant un groupe comme ça, de vous exprimer comme ça. Alors j'aimerais prendre le temps un peu pour vous féliciter et de vous encourager. C'est un domaine qui n'est pas facile, je dirais. Et c'est un domaine qui change de façon constante. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les besoins d'hier. J'étais très intéressée d'entendre la question tout à l'heure concernant les cartes de crédit et les changements en matière de paiement, parce que ça aussi pourrait être un obstacle pour les jeunes qui cherchent un appartement et qui n'ont pas une carte de crédit. Est-ce que je peux raconter une petite histoire? Bon, ma fille qui termine ses études maintenant à New York, et je dois dire comme une Québécoise, de regarder ce qui se passe avec le marché à New York pour les jeunes, et c'est vraiment ahurissant ce qui se passe. Quand elle est descendue pour voir si elle pourrait louer un appartement, on lui dit, oh, vas-y, tu peux le faire, tu peux foncer, tu peux le faire toute seule. Les locataires demandent ton portefeuille d'investissement. 10 ans de tes emplois antérieurs. 10 ans. First month and last month. Un paiement de démonstration de bonne foi. Alors pour un appartement pour un étudiant, il y a 5 000 piastres qui sont sortis avant qu'elle ait mis le pied dans un appartement qui était considéré comme étant abordable. Ça n'a aucune espèce d'allure, et évidemment, quand on parle du marché privé, c'est seuls les enfants qui ont les parents qui peuvent aller à New York avec eux pour trouver un courtier qui pourrait leur aider, parce que c'est la seule façon de trouver un appartement. Alors, pour les choses comme les cartes de crédit et ainsi de suite, évidemment, on n'est obligé que de payer le premier du mois. D'habitude, c'est comme ça que les lois fonctionnent. Et d'habitude, on a le loisir de payer avec la manière qu'on veut.
So what I would have to say to them is, yeah, give me your credit card and then cancel it. Petit conseil pratico-pratique, là. Mais dans le fond, c'est le genre de choses qui crée les obstacles pour les jeunes dans le marché, qui fait en sorte que avec ces petits gestes, comme obliger une carte de paiement, comme obliger un security deposit, comme obliger les fonds qui sont payés à l'avance, tranquillement et systématiquement, on rend le marché de moins en moins abordable. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu comme les pratiques dans le marché du loyer qui peuvent créer des obstacles pour les jeunes qui n'ont pas les familles, qui n'ont pas les gens pour leur aider dans leur démarche? Bien, en fait, déjà, je pense que c'est pas nécessairement toujours propre aux jeunes, mais je pense qu'en pleine crise du logement au Québec, il n'y a personne qui est nécessairement à l'abri de ça, moindrement que tu es locataire. Tu es à risque de te faire brimer tes droits. Le marché est assez incroyable. Donc déjà, mettons qu'on exclut l'abordabilité puis qu'on se dit que le marché fait du sens. Là. Malgré tout, juste parce qu'il y a une pénurie de logements abordables, sains et accessibles qui répond à peu près à tes besoins de base, bien, il y a tellement cette pénurie-là que les propriétaires se permettent de brimer tes droits, donc se permettent de te demander des informations auxquelles ils ne devraient pas avoir droit. On est tellement peu informés aussi comme jeunes par rapport à ces droits-là, puis surtout à comment les faire respecter. C'est quoi les vrais recours? 6 mois d'attente à la Régie du logement pour poser une question, genre, je pense pas que c'est un recours qui est adéquat pour l'instant. Je pense pas aussi que le propriétaire, ça va le badrer, parce qu'en vrai, si toi, tu refuses, si toi, tu refuses de lui donner ton numéro d'assurance sociale parce que tu le sais qu'il n'a pas le droit de te le demander, il va passer au prochain. Il te demande 3 mois de loyer en dépôt, puis ça ne te tente pas, bien correct, on va passer au prochain. Ils savent qu'ils vont trouver des gens qui, eux, vont brimer leurs propres droits, soit parce qu'ils ne sont pas au courant ou parce qu'ils savent que c'est rendu ça, le jeu sur le marché maintenant. Si tu le fais pas, si tu ne brimes pas toi-même tes droits, puis tu essaies de les faire respecter, bien, en fait, tu ne l'auras pas, le logement. En fait, tu vas continuer à poster des affiches, à essayer de contacter des propriétaires. Puis c'est que les propriétaires ont le bon bout du bâton aussi. Pour eux, c'est absolument rien. Là, d'attendre, ils ont 12 000 messages pour le même logement à louer. Fait que c'est ça. Le jeu est pas fair, c'est ça. Et je pense aussi qu'il peut y avoir du profilage. Par exemple, quelqu'un avec une couleur de peau, le propriétaire peut penser que tel préjugé que la personne ne peut pas payer. Et aussi, il y a quelque chose qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a pas longtemps, l'année passée, il y a eu une journaliste, une femme qui se fait passer pour une jeune fille pour un logement. Puis, je pense, je sais pas, j'ai oublié combien, mais souvent les propriétaires demandaient de payer de façon naturelle, ça veut dire un loyer contre le sexe. Puis, je pense qu'on n'en parle pas. Puis, c'est une mauvaise façon de faire ça. Puis, je pense que souvent, en tant que jeune femme, tout seul qui a eu un loyer, elle peut être vulnérable. Je suis un homme, je ne peux pas parler en tant que femme, mais j'imagine que elle fait face à des problèmes comme ça. Puis autant pour une personne avec une couleur de peau qui n'est pas blanc aussi. Et ouais, voilà, c'est ce que je pense. Salut, donc merci beaucoup pour vos histoires. C'est très courageux, comme vous l'avez dit, Pearl, de venir devant tout ce monde-là et raconter des choses très personnelles. Donc, de ce que j'ai entendu de vos histoires, on dirait qu'il y a vraiment un manque d'éducation des jeunes, de ce qu'ils leur attendent quand ils deviennent adultes, quand peut-être ils sont forcés de leur maison sans être vraiment prêts. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin dans les écoles, du gouvernement, d'avoir des sessions d'information, peut-être de contacter des jeunes qui sont à risque, ou vraiment d'avoir un filet social qui est prêt à les attraper avant qu'ils tombent avant qu'ils tombent en panne et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et où devrait commencer cela? Et genre à quel moment? Genre quand ils sont jeunes, au secondaire, au cégep ou même à l'extérieur de l'école? Merci. Ben oui, tout à fait. Merci pour la question.
Je suis 100% d'accord. En fait, c'est souvent de ça que je parle. Là. Je vois des petits sourires moi, dans la coalition parce que c'est toujours ça que je finis par arriver avec ce sujet-là. Pour moi, la solution principale, oui, elle est dans les écoles. Pour moi, c'est là que ça devrait commencer. On parlait plus tôt, Cécile parlait de 50% des jeunes qui sont dans la protection de la jeunesse qui se retrouvent en situation d'itinérance, mais 100% des jeunes au Québec sont obligés de fréquenter l'école. C'est une manière assez sûre de les attraper. Après, comment on l'instaure? Je n'ai pas réponse à tout, mais je pense que oui. Je pense que c'est une très belle porte d'entrée où le savoir-faire des personnes avec expérience, le savoir-faire des professionnels dans le communautaire, le savoir-faire des professionnels en santé et services sociaux peuvent se réunir puis ouvrir finalement cette porte-là pour avoir accès aux jeunes, leur permettre de développer ces compétences-là, de savoir déjà c'est quoi des valeurs, c'est quoi que ça veut dire, des droits, je pense pas qu'il y a un âge en particulier, je pense qu'on devrait y aller selon les... En fait, on devrait y aller selon les besoins. Je pense qu'on devrait y aller graduellement. Je pense qu'on devrait tester, voir c'est quoi la compréhension de différents jeunes. Mais je pense que c'est une des meilleures portes d'entrée, justement, pour permettre ça, puis que la responsabilité de ces opportunités-là ne retombe pas seulement sur l'individu, que chaque personne ait des chances à peu près égales au Québec de devenir des adultes, puis d'être utile. Je sais pas, c'est ça. Je suis d'accord aussi. Peut-être changer le système scolaire, c'est à des cours de budget, des cours de cuisine. C'est souvent ça qui nous permet d'aller en logement, c'est de survivre. Et aussi peut-être avoir durant les pauses de dîner, par exemple, des kiosques d'information auxquels que les jeunes ils savent qu'ils ont droit à telle ressource. Et aussi peut-être accompagner les familles, parce que souvent, il y a des familles qui veulent le bien de leur enfant, mais ils ne savent pas comment. Donc peut-être autant accompagner le jeune que sa famille, ça pourrait aider aussi. Donc oui, c'est vraiment, je pense que dans les écoles que ça se passe, c'est là, je pense que les jeunes, ils pensent à la vie, à ce qu'ils veulent devenir, puis ils pensent que si on leur fait, ils en leur donnent un peu d'espoir, ça va beaucoup faciliter les choses, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup, avant toute chose, d'avoir partagé votre expérience et votre expertise. J'ai une question pour vous deux, puis une question pour Pearl. Donc, vous avez déjà commencé à y répondre un peu, mais justement, si la loi est adoptée au Québec, il y aurait une obligation de consulter les personnes directement concernées. Selon vous, ça ressemble à quoi une consultation qui est, j'ai juste meaningful, donc qui va par-delà le tokenisme et qui est vraiment une vraie consultation, ça ressemble à quoi? Donc, les do's and don'ts. Puis la question pour Pearl, j'imagine que ce problème-là n'est pas uniquement au Québec du fait qu'il manque la législation provinciale, mais aussi dans l'ensemble des provinces et territoires. Est-ce qu'il y aurait un mécanisme qui pourrait être déployé du niveau fédéral pour que l'ensemble des provinces et territoires aient un peu à engendrer cette marche de l'intégrer dans leur propre charte / législation? Donc voilà, merci. Pour moi, en fait, une consultation qui serait meaningful, parce que je ne sais pas la traduction non plus, ce qui ferait du sens pour moi, ce serait en fait de le demander justement, de demander à ces experts-là, genre, hey, dans quel environnement est-ce que tu es confortable d'y aller comme d'un être humain à un être humain qui pose des questions, de s'assurer que la personne est à l'aise. Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de formule magique, là. Puis, je parlais de cet équilibre-là entre de ne pas nous mettre sur scène juste pour le plaisir, mais en même temps entendre cette expertise-là. Je pense que c'est ça, d'y aller avec humanisme, d'y aller avec respect. Au même titre qu'on inviterait un expert dans n'importe quel autre domaine de recherche ou un expert dans n'importe quel autre domaine en général, en fait. Là. Je pense que de ne pas être approché comme si j'étais au-dessus ni en dessous de qui que ce soit d'autre. Pour moi, c'est ça. Tu as tout dit ce que je pensais, mais aussi je vais ajouter que le fait peut-être rendre des événements moins académiques. Souvent, les jeunes
peut-être que face à des mots de l'université, peut-être qu'il a peur, donc peut-être rendre ça accueillant. Et je pense que les maisons de jeunes le savent, mais avec de la bouffe, parce que les jeunes aiment manger aussi. Donc voilà, c'est ça que je pense aussi. J'aime beaucoup l'affaire avec la bouffe parce que ce qu'on voit souvent dans les cercles universitaires et gouvernementaux, c'est qu'on demande aux jeunes, aux ONG, aux organismes de services communautaires de s'impliquer, de donner leur temps, sans qu'ils soient compensés, sans qu'on leur donne à manger, sans qu'on s'occupe de leurs enfants et sans qu'on organise les consultations après les heures de travail parce que les gens souvent travaillent. Hein? Alors, je pense qu'il y a un manque de respect souvent par rapport aux besoins des gens quand on est dans la fonction publique. Je parle pour moi-même, là. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte qu'il doit faire la consultation. On commence vendredi, ça finit lundi, puis là, il faut qu'on ait le projet de loi qui... Bon, ainsi de suite. Alors, ça prend du temps, ça prend les ressources et ça prend un investissement meaningful, qui est de l'allure, pour s'assurer à ce que la consultation soit non seulement respectueuse, mais qui respecte les droits à la confidentialité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là par la suite? Alors, il y a toutes sortes de règles qui sont en jeu pour s'assurer que cette approche qui est basée sur les droits humains soit respectée. Merci. Oui, alors je veux dire merci aussi pour ta expertise aujourd'hui. Et récemment, sur les réseaux sociaux, on a partagé un site web où ce qu'on note, entre guillemets, les propriétaires des logements. Et j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Et ma question plus concrète, c'est est-ce qu'on devrait mettre aussi une loi dans chaque province pour empêcher les propriétaires de gonfler leur loyer parce que c'est, how do you say it in French? It makes money for them. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on devrait mettre une loi fédérale qui chapeautre des lois provinciales contre les propriétaires? Parce que c'est le droit au logement ne devrait pas être un truc pour faire de l'argent, pour avoir du profit. Voilà, le mot profit. C'est un droit humain. En tout cas, c'est ça ma question. C'est une très bonne question. Ça me rappelle que j'avais oublié de répondre à la question de Sandrine tout à l'heure. Les deux sont liés. Le gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir d'ingérer dans les affaires provinciales dans un enjeu qui est de juridiction provinciale. Alors, le logement, principalement, est une juridiction provinciale. Le gouvernement fédéral a utilise le pouvoir de dépenser les sous, mais ne peut pas obliger la province à créer une loi pareille sur le niveau provincial. Mais il peut l'encourager. Et plus important, si on crée une loi au Québec, faite au Québec, qui crée à la fois un défenseur de droit au logement, on pourrait aussi faire en sorte que les initiatives provinciales soient mises de l'avant. Mais en principe, comme on le sait tous au Québec, le gouvernement fédéral ne peut pas forcer le Québec à faire quoi que ce soit dans ses propres juridictions. Je m'arrête là. Et pour votre question, je n'ai pas tout à fait compris. Alors, vous voulez dire, c'est la question de, est-ce qu'on peut prévenir à ce que le logement soit uniquement un bien ou un actif et non un bien social? Mais empêcher les propriétaires de donner le logement juste pour faire des profits, puis voir comme des signes d'argent à cause du tourisme et Airbnb, etc., genre mettre des lois concrètes pour qu'ils protègent les citoyens. You know? C'est pour ça qu'il y a le site web qui est sorti il y a comme 3-4 semaines. They are rating the landlords about how they, comment ils prennent soin du logement et comment ils communiquent, etc., etc. C'est une initiative que les citoyens ont prise parce que le gouvernement québécois ne fait rien. Il laisse les propriétaires. C'est comme un marché libre, mais ça ne devrait pas être un marché
le droit à logement. C'est un droit humain. En tout cas, ça c'est mon opinion. So we're at the end, and that's like something that could take a 3-day conference, Yeah. right? Like that, like the whole issue of financialization and the whole question of, is a home also a social good? As well as, look, I've got no problem with people making money. People have the right to earn money. There are landlords out there who aren't wealthy. People also make their livings renting apartments and renting, so how do we manage the balance between, comment est-ce qu'on gère l'équilibre entre le marché privé, le marché public et la question d'un logement où on est vraiment bien chez soi? And I don't have a 30-second answer for that, but it's, this is one of the fundamental questions I think we should be asking as a society, and we're only going to get there if we recognize que le droit au logement est un droit fondamental qui regarde notre propre statut comme des êtres humains. Alors, je m'arrête. Ça, c'est le temps. On va finir sur cette note-là. Merci. Je veux juste dire un très grand merci à Tommy, Mélodie et à Pearl pour terminer une belle journée sur cette note-là. Je vais passer la parole à Jen et ensuite, c'est l'heure du cocktail. C'est ça. J'ai juste pour dire exactement ça, que c'est l'heure du cocktail. Et aussi, s'il vous plaît, si vous avez des petits écouteurs, la traduction, de les remettre en arrière. Alors, on se voit là-bas pour un bon coupe de vin. Merci.